Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel en Java. Pour le suivre, vous aurez besoin d'avoir vu toutes les vidéos jusqu'à l'héritage, les interfaces, le polymorphisme un petit peu. Vous verrez pourquoi, parce que je vais vous montrer des annotations qui vont concerner ces exemples de ces types de codes-là. Et également, concernant les collections, au moins avoir vu les listes. Voilà, j'ai un petit exemple, j'aurai un exemple à faire sur une collection, donc je prendrai sûrement les listes. Donc pas besoin d'avoir vu au-delà du cours pour suivre ce tutoriel, mais ça, c'est le minimum, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu les exemples que je vais vous montrer concernant l'objet, donc le sujet de ce tutoriel-là. Nous avons parlé d'annotation et on va venir sur un exemple quand même de code pour voir un peu par la suite à quoi ça nous sert. Une annotation va permettre de rajouter de l'information au niveau de notre code. C'est-à-dire qu'on a notre code source principal et on va rajouter un certain nombre d'informations que l'on va écrire bien évidemment dans le code et qui vont servir lors de la compilation. C'est le compilateur qui va récupérer, qui va analyser ces informations-là et qui va les traiter. Ça ne changera évidemment rien au programme final, l'exécutable que vous aurez à la fin. Il n'y aura pas de changement de comportement lié à ça. C'est plus au niveau de la compilation qu'on va apporter certaines modifications ou en tout cas certains contrôles supplémentaires. Donc je vais vous montrer quelques exemples très simples d'annotation à utiliser avec des exemples de code, que vous puissiez voir à quoi ça sert et vous pourrez comme ça à votre tour vous en servir dans vos programmes. Le premier exemple qui est sans doute un des plus récurrents, celui qui va revenir le plus souvent, va concerner de l'héritage. Donc je vais créer deux classes très rapidement, parce que le but c'est de faire des exemples qui sont très simples, très rapides, comme ça vous verrez sur un cas simple comment ça s'applique. On va créer ici donc une classe creature, donc pour représenter une créature, une qui va représenter un dragon et qui va dériver de la classe créature. Donc on va faire ça. Je fais quelque chose de très simple, je ne veux même pas de constructeur. Ensuite, on va faire une petite méthode fly. Voilà. Et je vais reprendre ce code-là. On va dire que dragon dérive de créature, c'est le but. Il y a un héritage ici. Et ici, on va changer bien sûr la méthode. Voilà cet exemple. Alors, où est-ce que va intervenir notre annotation dans ce que nous allons ajouter? Très simplement dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure-là, nous avons une classe créature qui est la classe parente et une classe enfant qui en hérite, qui dérive de la classe creature, qui est la classe dragon. Cette classe possède la même méthode, si vous voyez ici, que sa classe parente, avec bien sûr un comportement différent. Donc je vais représenter par une simple affichage de texte, et on va vouloir bien sûr appeler la bonne méthode. Dans le cas d'une créature, on a quelque chose un peu plus, on va dire, général. Dans le cas du dragon, donc créature, pardon, et dans le cas du dragon, on va avoir bien sûr son comportement spécifique. Là, bon, l'exemple est très simple, donc le compilateur va bien s'en sortir à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème, on va dire, à la compilation, à l'exécution. En revanche, sur des programmes beaucoup plus, déjà un peu plus développés, un peu plus compliqués, vous allez avoir beaucoup d'ambiguïté sur tout simplement l'appel à la méthode à faire. C'est-à-dire que c'est au compilateur, il va falloir déduire quelle méthode il doit appeler en fonction de ce que vous voulez appeler. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien faire un dragon comme ceci, d'accord? Mais on a vu, bien évidemment, avec l'héritage, tout ça, le polymorphisme, que je pouvais aussi faire ce genre de choses. Il n'y a pas de problème, puisque un dragon est une créature. C'est ce qui fait la relation d'héritage. Donc pour éviter tout problème, que ce soit des problèmes qui arriveront à l'exécution, donc pour la compilation par la suite, ou simplement pour faire de la recherche par le compilateur pour des choses, vous savez exactement ce à quoi faire appel, vous allez pouvoir aider le compilateur à ce niveau-là. C'est-à-dire, moi ici dans le dragon, je veux qu'il appelle sa méthode à lui. Je ne veux pas qu'il appelle la méthode parent. Donc automatiquement, bon ça je vais remettre comme ça ne change rien. Je vais indiquer ici que dans le cas du dragon, quand il va faire appel à une méthode fly, donc si j'ai bien une instance, un objet de classe dragon, je veux qu'il appelle véritablement sa méthode à lui, et pas qu'il aille chercher ensuite par la suite une méthode de la classe parente. Donc pour cela, on va aider le compilateur avec une première annotation, donc une annotation qui va faire un marquage sur le code, qui est override. Donc vous voyez que le terme commence par une majuscule et est précédé d'un arrobase, d'accord? Donc ceci va indiquer que c'est la méthode surchargée, et que si on a un dragon, c'est cette méthode qui sera appelée. Et là, on enlève évidemment toute ambiguïté au niveau du code. Alors il n'y en aurait pas eu, comme je disais, sur cet exemple simple sans le mot-clé override, sans l'annotation, mais sur des exemples plus développés, vous pouvez avoir des ambiguïtés, surtout vous faites faire rechercher par le compilateur, déduire en fait la bonne méthode à appeler. Donc des fois on peut avoir la méthode qu'on attendait, pas forcément. Je vais faire ça, voilà, et là
on n'a aucune ambiguïté, on est sûr que la bonne méthode sera appelée. Donc ça, première annotation que nous avons vue ensemble, override, que vous allez réutiliser assez souvent quand vous aurez ce genre de relation. Si vous voulez appeler une méthode en particulier, vous utilisez cette annotation. Passons à une autre annotation bien pratique, un peu dans le genre aussi, donc une notation de marquage qui est assez simple à utiliser, notamment pour un élément déprécié. Mettons que pour la créature ici, j'avais une méthode, alors on va la faire, on va faire ici, tac, d'accord. Et finalement par la suite, quand j'ai écrit mon code, enfin quand j'ai voulu mettre à jour un petit peu ce programme, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas très précis, d'accord. On a voulu faire quelque chose d'un peu plus amélioré et on a fini par vouloir, en fait, puisque ce code par exemple serait distribué à d'autres personnes, par exemple ça peut être dans une bibliothèque ou autre, et bien indiquer que cet élément est obsolète et déprécié, donc il ne doit plus être utilisé, d'accord. C'est très utilisé justement dans le cas où on veut distribuer son code et qu'on veut pouvoir en fait avoir un suivi sur les différentes fonctionnalités qui sont apportées. Donc ici, je peux utiliser la notation deprecated comme ceci, qui va permettre d'indiquer à la compilation un avertissement pour indiquer que simplement cette fonctionnalité de notre bibliothèque est obsolète. Donc là, si je fais fly, bon c'est bon, je vais l'enlever d'ailleurs, on va juste faire ça. Alors, je vais le mettre sans d'ailleurs qu'on voit effectivement que sans ça ne poserait pas de problème. Voilà, donc le dragon évidemment c'est une créature, donc il peut appeler cette méthode, parce que par défaut on va chercher dans cette classe si elle existe, comme elle n'existe pas, on remonte dans la classe parente, et elle existe, il n'y a pas de problème. Donc là, pas de souci au niveau de la compilation, pas d'avertissement, et avec la notation deprecated, cette fois-ci, à la compilation, j'ai bien l'avertissement qui m'indique que j'utilise, qu'il y a une surcharge, ou en tout cas un élément déprécié, au niveau de notre bibliothèque. Donc c'est un avertissement, ça n'a pas empêché le code de compiler, encore une fois, mais c'est un avertissement, c'est-à-dire qu'il vous indique, attention, vous utilisez une fonctionnalité qui est obsolète, qui est dépréciée. Donc ça, c'est une chose importante, même pour le code que vous utilisez vous-même, qui n'est pas forcément distribué, ça peut être pas mal. Quand vous savez que vous avez une fonctionnalité qui n'est plus à utiliser ou vous êtes en train de retravailler, vous pouvez vous servir de cette annotation, ça vous ajoutera des informations supplémentaires au niveau du code. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc très simple à l'usage, vous avez vu, c'est facile de s'en servir, facile à comprendre, et on va en voir un petit peu d'autres. Concernant les documentations, puisque j'ai fait d'ailleurs sur la chaîne, pour ceux qui s'intéressent, dans la playlist aide, une vidéo sur comment générer de la documentation, utiliser un générateur de documentation, donc notamment d'Oxygène. Pour Java, on a aussi Javadoc, mais d'Oxygène fonctionne très très bien. Je vous avais même fait un exemple avec du Java dans la vidéo. On a certains éléments qui ne sont pas forcément pris en compte, analysés par la documentation. On peut se servir aussi des annotations de Java pour indiquer qu'un élément sera pris en compte dans de la documentation. Ici, si je veux que cette information dépréciée soit prise dans la documentation, alors je vais enlever le deprecated, même je pouvais le laisser, parce qu'on peut bien sûr accumuler les annotations, je vais utiliser le terme documented. Voilà. Et ici, cette méthode attack sera prise en compte dans la documentation, qui sera éventuellement générée ici sur le programme. Voilà. C'est une autre annotation de marquage très facile à utiliser que vous pouvez employer ici dans votre code Java. Voilà, je pense que sur les exemples les plus simples, les plus on va dire rapides à utiliser, on a fait un petit peu le tour et on va en voir d'autres qui sont déjà plus spécifiques. Je n'étais pas forcément obligé tout le temps, je ne vais pas tous vous les montrer, je vais vous montrer ceux qui me semblent les plus essentiels. Vous verrez qu'il y en a quand même pas mal, il n'y en a pas non plus une ribambelle, mais déjà avec cela vous aurez de quoi faire. Un autre exemple de ce qui va pouvoir servir, parce qu'on parlait tout à l'heure d'afficher des avertissements, voilà, dans le cas par exemple où on a un élément déprécié, etc. Vous avez dans votre code, des fois, donc évidemment le compilateur qui va vous indiquer justement des avertissements. Il y a plusieurs types d'avertissements. On peut avoir des avertissements notamment pour un élément qui n'a pas été vérifié, c'est-à-dire quand vous avez en fait un code qui manque de vérification sur des éléments par exemple qui peuvent poser problème à l'exécution, donc on peut avoir un avertissement là-dessus. On peut avoir un avertissement bien évidemment sur un élément obsolète, donc déprécié qui est natif de Java, ça peut arriver aussi. On peut avoir également un avertissement pour un élément qui est déprécié et qui est prévu d'être retiré de toute l'API en fait de Java, et on a également les previews, donc les éléments qui eux sont futurs, par exemple des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités ultérieures, des fonctionnalités à venir en Java. Donc on va retrouver principalement 4 termes que je vais indiquer rapidement ici pour ces différents types d'avertissements en fait que vous pouvez retrouver en Java. On a le type donc unchecked, c'est un terme que vous allez souvent retrouver sur ce qui n'est pas vérifié. On va avoir le deprecation, donc tout ce qui est déprécié. On va avoir removal pour tout ce qui va être retiré, par exemple d'une bibliothèque, tout ça, et preview pour ce qui est finalement à venir, ce qui est futur. Voilà.
Et bien ces types d'avertissements, si vous en rencontrez, parce que je ne vais pas vous faire un exemple sur ce modèle-là, parce que déjà il faudrait que je fasse un exemple bien précis, j'en ai quand même d'autres à aborder avec vous. Vous pourrez, si bien sûr c'est justifié, encore une fois on ne masque pas un avertissement juste pour dire comme ça on ne le voit plus et puis c'est bon, il n'y a plus d'erreur dans le programme ou il n'y a plus de problème, d'accord, c'est pas le but de masquer on masque un avertissement quand on sait ce qu'on fait, qu'on a des raisons de le masquer, d'accord. Eh bien vous pouvez procéder par une annotation au masquage des différents types d'avertissements que j'ai ici cités. Donc par exemple, si fly était une méthode qui pouvait déclencher un avertissement de type unchecked, d'ailleurs je crois que tout à l'heure on avait unchecked mais bon c'était pour d'autres choses, on va pouvoir faire ceci. Donc suppress warnings avec un S à la fin, comme ceci. Et ici on va avoir un ordre, on va avoir un ensemble de valeurs à passer. C'est un tableau en fait de chaînes de caractères que vous pouvez passer en argument. Donc sous forme entre accolades. Et ici, si je veux par exemple que tout ce qui est unchecked soit masqué, je peux le faire comme ça. Si je veux aussi, admettons que les éléments à venir le soient, voilà, comme c'est encore une fois un tableau de chaîne, je peux faire ça aussi, d'accord, je peux en cumuler plusieurs. Et là, tous les avertissements déclenchés par cette méthode de type unchecked ou preview seront masqués. Donc c'est une annotation pratique à utiliser, qui utilise ici des valeurs, d'accord, c'est une annotation de valeurs qui sert pas mal à ce niveau-là, quand on a bien sûr des raisons de s'en servir. Donc je le montre assez rapidement, parce que c'est bien de savoir que ça peut servir. Dans certains cas, on a besoin de masquer certains avertissements, parce qu'on sait qu'en amont, le code est bon, on a fait ce qu'il fallait justement, et que l'avertissement est juste là pour vous avertir. Ce n'est pas une erreur de compilation qui empêche le code d'être compilé, c'est juste pour vous dire, attention, est-ce que vous avez bien pensé à faire ça? Est-ce que vous avez fait gaffe que vous utilisiez un élément déprécié, etc. Si après en amont, vous savez que c'est bon, et que vous n'avez pas réaffiché à chaque fois l'avertissement à chaque compilation, vous pouvez le masquer, parce qu'encore une fois, vous savez ce que vous faites. Voilà, exemple très simple également d'usage à ce niveau-là. Continuons avec quelques derniers exemples de ce que je pourrais vous montrer, notamment un exemple qui va servir pour les interfaces. D'accord ? En programmation, alors je ne sais pas le but de la vidéo, on a parfois besoin de faire une interface dite fonctionnelle. Une interface fonctionnelle, c'est simplement une interface qui va posséder une seule, donc c'est la garantie qu'elle offre, une seule méthode abstraite. Alors elle peut éventuellement avoir des méthodes qui sont implémentées, c'est-à-dire des méthodes statiques. D'ailleurs on va en faire une petite pour montrer ça rapidement. On va faire ça comme ça. Hop, on aura un petit exemple. Voilà. Donc public abstract void, on va faire some method. Voilà, donc celle-ci, c'est sa seule et unique méthode abstraite. Avec éventuellement, c'est pas obligatoire, mais bien sûr, elles ne sont pas prises en compte des méthodes statiques. D'accord ? Donc méthode statique est forcément implémentée. Elle a du code. Ok. Alors je vais la retirer, c'est juste pour vous la montrer. D'accord ? On peut en avoir plein, ça, il n'y a pas de problème. Mais garantit qu'elle n'a qu'une seule méthode abstraite. Ça, alors dans des vieilles versions du langage, on devait procéder à tout un tas d'artifices, on va dire en termes de code, pour pouvoir le faire. Et grâce à une notation de Java bien pratique maintenant, on peut s'éviter ça et garantir à la compilation qu'on a bien une interface dite fonctionnelle. Avec le terme functional, pas functional, attention, hop, functional interface. On a cette garantie-là. Avec ce type d'usage, alors je vais faire là, hop, je sais pas par contre si avec fly il va me l'afficher. De toute façon, je pense que juste en prenant en compte, ça devrait être bon. On va voir, parce que j'ai plein d'éléments là. On va prendre ça en compte. Documented. Est-ce que je l'avais? C'est normal, là j'ai pas de documentation, rien. J'ai une autre erreur. Forcément, je lui ai pas implémenté l'interface. Ah, attendez. Je voudrais quand même vous montrer avec un exemple à l'exécution, enfin pour le au niveau de la compilation. Voilà, c'est juste pour avoir quelque chose de propre, bien sûr, au niveau de l'implémentation, du fait que ça implémente ici l'interface. Voilà. Donc là, on a une interface qui est fonctionnelle, qui est garantie, donc à l'exécution, pas de problème, d'accord? Ça ne lui pose pas de souci. Maintenant, si je viens à finalement ne pas respecter cette contrainte, le fait d'avoir qu'une seule méthode abstraite, puisque c'est ça qui définit en fait ici une interface fonctionnelle. Donc par exemple, je fais cette fois-ci une deuxième, donc abstract void another method, voilà.
ici à partir de là, hop, on a tout simplement un élément qui nous indique voilà, que Firebug n'est pas une interface fonctionnelle. D'accord? Elle a plus d'une seule méthode abstraite. Donc là, ça change complètement tout. Donc, ça garantit, en fait, ça donne cette garantie-là. Si un jour vous avez besoin, bien sûr, il faut savoir à quoi ça sert, mais c'est vrai que je ne vous ai pas forcément dit à quoi ça servait. Oui, donc je vous ai montré l'exemple, mais c'est bien de savoir à quoi ça sert. Une interface fonctionnelle va permettre donc de définir une signature de méthode. C'est pour ça qu'elle n'en a qu'une seule, d'accord? Une signature ici. Alors bon, elle aurait généralement plutôt des paramètres, parce que là, elle est quand même très simple, cet exemple, qui va servir ensuite d'argument quand vous aurez par exemple besoin de passer par référence une méthode, alors soit une méthode d'instance, méthode statique, peu importe, ou même faire passer un constructeur ou une expression lambda, d'accord? Une expression pour tout ce qui est anonyme, d'accord? Tout ce qui est fonction anonyme. Donc ça peut avoir cet usage-là. On utilise les interfaces en Java, les interfaces fonctionnelles pour ce genre d'usage. Et ça, ça vous offre en fait la garantie que cette interface est bien fonctionnelle, qu'elle respecte bien ces contraintes-là. Voilà pour cet exemple-là. Et je pense que j'en ai un dernier qui est peut-être moins courant. En tout cas, bon, il y a quand même moins de chances que vous le rencontriez un jour, mais sait-on jamais. Lorsqu'on va notamment, on va prendre un exemple sur des éléments pas vérifiés. Par exemple, on va le faire juste sur ce code. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin du reste. Je vais tout enlever. Hop, voilà. Si par exemple nous avons, voilà, mettons une méthode qui va nous afficher plusieurs listes, donc une ou plusieurs listes, c'est-à-dire qu'il va prendre en paramètre un nombre variable, d'accord, de paramètres. Donc je vais faire une statique, on va faire print int list comme ceci. Et ici on va lui passer integer, donc un nombre variable, donc les fameux 3 petits points et plusieurs listes. On va l'ajouter déjà en amont, parce que j'ai évidemment pas les imports. Et on va avoir besoin, pour ça que je vous avais dit de voir au moins les listes, rapidement pour comprendre un peu la vidéo, même si ça n'empêche pas la compréhension du tutoriel, mais c'est toujours mieux. Et c'est une méthode simple qui va juste, en fait, afficher chaque liste. Donc ici, chaque liste entière, je vais l'appeler L, un nom très recherché. Et elle fera juste un petit affichage brut tel quel. Voilà, ceci. Normalement, je pense qu'on va avoir un avertissement puisque c'est un élément variable. Voilà, et on nous dit donc ici qu'on a une opération non vérifiée ou qui n'est pas safe. D'accord? Donc pour éviter ce genre de problème, alors je ne vais pas vous faire l'usage directement, il suffit d'ajouter safe var args. Et là, donc bien sûr, il faut être sûr que vous en amont vous ayez bien vérifié tout ce qu'il faut. Et à partir de là, vous allez retirer cet avertissement. Et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là et vous pourrez donc utiliser votre méthode. Voilà, ça permet de masquer ce type d'avertissement pour être sûr que là, vous avez bien contrôlé dans votre méthode là-dessus. Alors si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, c'est à vous de le faire. Encore une fois, le but, c'est pas de s'arranger au niveau du code pour masquer des choses que vous n'avez pas vérifiées. C'est quand vous savez que vous l'avez fait, vous voulez éviter que ce soit affiché, vous masquez en fait l'avertissement pour ne pas l'avoir à chaque compilation. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec ce tutoriel. Moi, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous servir de ces différentes annotations. Et on se retrouvera la prochaine fois pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao tout le monde.